Nous sommes de Gulfstream. Et vous écoutez les Frères du Son. De Gulfstream, bienvenue à l'émission Les Frères du Son. Et merci beaucoup de nous inviter. Merci. Les gars, le nom, ça vient d'où? En gros, on se posait la question rapidement. On avait une gig qui s'en venait, puis on essayait de trouver genre quelque chose qui pouvait faire le lien, nous représenter, faire le lien entre justement l'Europe et Montréal, les chemins, les Colombiens, et puis on va faire des... Qu'est-ce qui pouvait faire ce genre de chemin-là, tout le côté écologique, les trucs comme ça, de recyclage, de son, de sampling, de tout ça, qu'on essayait d'amalgamer. Puis on est arrivé avec ce nom-là à un moment donné, puis ça a été le... Ben oui, ça va être ça. C'est rien qu'un nom, on s'entend aussi, là. Mais c'est quand même une signature, à quelque part, qui va vous suivre. Êtes-vous satisfait de votre nom? Moi, je suis très satisfait de notre nom parce que c'est un truc à préserver, parce que c'est amené à disparaître un jour. Oui, et vis-à-vis de ce qu'on fait, on recycle beaucoup le son, on en enregistre, on le réutilise à l'infini, on l'étire, on le travaille. Et Gulfstream représentait tout ça, tout ce mouvement un peu à moitié écolo, à moitié le lien avec la nature, le lien avec tout ça. Puis c'est vraiment ce qui nous plaisait le on plus. aime beaucoup les sons organiques aussi. On a fait nos propres field recording, puis justement, c'était notre intérêt, c'est de se promener un peu comme Eskimo a fait aussi, Montabin aussi. Tu sais, des sons où t'as un clap, mais finalement, c'est 3 branches qui se cassent, tu sais, puis des trucs comme ça. Puis l'approche était intéressante, puis on a décidé de faire ça, de voir qu'est-ce qui pouvait se faire avec ça, tu sais. Et puis justement, votre processus créatif, comment ça commence? Ou ça, en général, du moins? En fait, ça a vraiment commencé par des jam sessions. On se retrouvait chez Jérôme, des fois dans des locales de répète. Puis ça démarrait vraiment de façon très basique. Il y en a un qui balance un beat, d'autres sortent d'autres styles des loops, Un petit clavier qui pouvait fitter, l'autre répond avec un autre clavier, on élabore le premier, puis éventuellement on arrivait à des... Il y en a un qui dit c'est des bon ce que tu fais, essaye peut-être de le mettre plus comme ci, plus comme ça, moins de ça. Puis au final, la jam session avançait, puis on s'est retrouvé avec pas mal de stock. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on... Finalement, c'était pas ardu dans le sens où pour trouver votre son, vous avez pas. C'est venu quand même assez intuitivement. C'est arrivé quand même, le fait déjà qu'on s'intéresse à une musique au niveau de la création assez similaire a fait que ça a cliqué. On jammait avec beaucoup plus de monde au début. On était comme 6-7 à faire avec des scratchs, des vocalistes, trucs comme ça. Puis il est resté au final, Ivan et moi, parce que les gens n'avaient plus le temps, des trucs comme ça, tu sais, la vie là, qui fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le temps de pousser dans quelque chose que tu n'es pas sûr ce que ça va donner. Fait que lui et moi, on a continué à se voir de façon hebdomadaire, puis on a comme... c'est ça, éventuellement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de matériel, mais que c'était que du matériel brut. Puis, live. C'est ça, live. Et puis, on a trouvé un certain moment, fin 2009, novembre 2009, une façon de juste les faire se suivre tranquillement. Que ce soit mieux structuré, que ce soit finalement faisable, répétable. Oui, exactement. Qu'on soit capable de les prendre et les enchaîner aussi. De trouver comment prendre tel avec tel, puis quel ensemble. Puis c'est comme ça que le live en tant que tel est Finalement, sorti. Créer une playlist avec nos propres sons. Tracks, ouais, exactement. Vos sources de découverte sonore, justement, quelles sont-elles? Musicales, en fait. Musicales, mais n'importe lesquelles. Moi, je suis, en fait... Il y a certains labels que je suis religieusement, justement parce qu'ils ont comme la même façon d'appréhender la musique que moi, je pense, en ce moment. Je pense à Brainfeeder, je pense
Warp avant, mais un peu moins maintenant. C'est diversifié. Ça, c'est, ouais, vraiment. Ninja Tune, j'avais décroché, mais depuis leur album 20e anniversaire, j'ai trouvé qu'ils se sont pas mal renouvelés dans cette histoire-là, puis il y avait des choses assez intéressantes qui se passaient. Sinon, à force de liens, ce qui est intéressant avec l'Internet en ce moment, c'est les espèces de cloud, si on peut dire, des liens que les gens font entre eux-mêmes. Puis là, tu vois que des liens, des fois, des ramifications s'intensifient. Tu vas voir de ce côté-là, puis là, tu vois réellement le lien que ça se passe. Puis, tu sais, c'est un travail, le fun de recherche, parce que tu passes ton temps à fouiller puis regarder ce qui se passe un peu ailleurs. À découvrir, exactement. La STL vous souhaite la bienvenue à bord. Culturellement, est-ce que vous êtes présentement inquiet pour l'avenir, justement, de la musique? C'est une autre manière. C'est sûr qu'aujourd'hui, la musique est plus physique. Elle est plus sur CD, elle est plus sur vinyle, elle est vraiment virtuelle, elle est sur tous les internets. Puis c'est vrai qu'elle devient gratuite par le côté les clouds, comme ils disent, t'as pas le choix aujourd'hui de donner ta musique gratuitement parce que... Contre, ça va à l'autre extrême de l'autre côté, c'est que tu te dis que justement si la musique enregistrée devient gratuite, la performance prend tout son sens. C'est que là, à partir de là, les gens, s'ils veulent avoir quelque chose, comme Eamon Tobin hier, tu pouvais absolument pas passer à côté de ça. Je veux dire, Isam est bon au niveau texture, mais quand tu vois ce que ça donne en show, tu fais comme, OK, je le reverrai. J'irai le revoir, je serais prêt à payer encore de l'argent pour le revoir. Puis c'est la façon, je pense, que la musique va continuer à survivre. Elle va jamais arrêter de toute façon. Ouais. C'est le modèle d'affaires qui, en ce moment, qui est déficient et qui ne fonctionne pas par rapport à ce qui se passe. Il y a justement un site internet qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Mozart.com, je pense, qui permet de donner de l'argent une fois que le mal a été fait. C'est-à-dire une fois que tu as téléchargé l'album illégalement et que tu l'as apprécié, plutôt que de te dire je vais l'acheter pour de vrai, tu vas sur ce site-là, Mozart.com, avec M-O-O-Z-A-R, je crois. Puis ça te permet de redistribuer directement ce que tu veux à l'artiste en question. Puis c'est une manière plus... mea culpa, mais en même temps... C'est exactement comme ça que c'est exactement comme ça que c'est présenté, ce site. Puis c'est pas con à certains points, parce que tu veux entendre la musique, puis à un moment donné, tu te dis, cette personne-là, je veux qu'elle continue à en faire. Puis si tu es allé la chercher d'une certaine façon, tu veux l'apprécier, puis une bonne façon de retourner, tu vois de plus en plus des artistes qui vont mettre sur leur seule page un vidéo Vimeo avec un donate en dessous, puis c'est le modèle d'affaires qui pourrait fonctionner. Les gens aiment t'encourager s'ils trouvent ça bon, ils vont le faire. T'sais, si tu l'as pas sur le coup, c'est une espèce de... Payeur consommateur, le mécénat devient autre, on devient autonome finalement. Oui, on espère que ça fonctionne, on s'entend, parce que quand tu achetais ton album, obligatoirement, tu le payais, mais si tu l'avais pas écouté avant, tu pouvais être déçu puis te dire pourquoi est-ce que j'ai payé aussi cher pour quelque chose que j'aime pas, que je vais écouter 2 tracks sur 12, puis c'est ça, tu sais. Mais de plus en plus, les gens vont donner leur musique et faire confiance aux consommateurs et aux shows surtout pour avoir des revenus. On vous sent des êtres quand même assez sensibles parce que dans vos compositions, c'est tout en subtilité, c'est tout en relief. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose présentement dans nos sociétés actuellement qui, au niveau social ou au niveau environnemental, peu importe, qui vous atteint particulièrement? C'est sûr qu'en ce moment, ce qui est fou, en tout cas, je parle dans le monde, c'est la vitesse à laquelle se passent les choses. Et je ne sais pas si c'est spécialement cette année-là, 2011, mais 2010-2011 sont des années qui... C'est exponentiel, hein, on dirait. Culturellement, événements, de toute façon, les événements, je parle que ce soit au Japon, Haïti, etc. Il se passe tellement de choses, puis tout est
l'information nous arrive en chute. Peut-être que ça se passait aussi avant, mais on était peut-être moins à l'affût. Oui, c'est sûr. Il y a peut-être ça, mais je veux dire, ces événements-là ont dû se passer, ont dû continuer à arriver. C'est juste qu'avec les Twitter, avec toutes les chaînes d'information en continu, maintenant, c'est plus juste digéré, c'est tout de suite envoyé, puis on a l'information maintenant, qu'elle soit pertinente ou non. C'est sûr qu'on a beaucoup de stock qui se passe, mais tu sais... Je pense que ce qu'on veut, c'est plus prendre notre temps, prendre le temps de faire les choses vraiment bien comme on veut, et pas en envoyer le plus possible, parce que c'est ça aussi l'électro, c'est qu'il faut être productif. On n'a plus le choix aujourd'hui parce que il y a beaucoup justement d'artistes très talentueux qui pondent des poussent très loin. Des hits, mais à chaque jour, à chaque semaine, puis c'est vraiment impressionnant parce que... Mais la méthode de travail a beaucoup à faire aussi, tu sais, puis ça, c'est... tout seul, ça prend une certaine rigueur, à deux, ça prend une bonne entente. Il faut que tu t'entendes avec la personne pour être sur la même longueur d'onde, je veux dire, et en live, on le travaille autant parce que on a la même façon de faire nos lives qu'on a la façon de composer. Donc, c'est toujours une question de momentum, de moment précis, puis c'est comme ça que tu développes une bonne cohésion, je pense, sur scène et en même temps extérieur pour compléter des compositions et des trucs comme ça. Et puis, au niveau de l'avenir au sens large, pour les générations qui nous suivent, que pensez-vous qui sera le plus grand défi de que ce soit, peu importe? Ça va être au niveau environnemental, c'est sûr que ça va se passer par là. Je veux dire, même si le niveau environnemental c'est galvaudé, puis c'est très très large, je pense que l'eau va devenir un problème, la surpopulation va devenir un problème, et les modèles d'affaires de perte de bouffe, de tout ça, va devoir se revoir aussi parce qu'on en jette, on en donne, on en brûle. On en gaspille beaucoup. Ouais, c'est ça. Je dis pas que je suis quelqu'un qui est hyper conscientisé, j'ai conscience de toutes ces choses-là, mais je fais pas grand-chose personnellement pour. Mais c'est des défis que les générations qui vont suivre, nos enfants directement, vont avoir à vivre avec ça, j'imagine. Par chance, on en est de plus en plus conscient. Au niveau de l'action, c'est peut-être pas encore là tout à fait. Et quand vous avez besoin de ressourcement, vous voulez plus penser à tout ça, autre que musical, qu'est-ce que vous faites? Autre que musical, c'est dur parce que... C'est principalement concentré. Parce qu'on... pas mal par là que ça passe. C'est que moi j'adore écouter, entendre des choses, pas forcément juste de la musique, mais que ce soit les bruits qui nous entourent. Avec Jérôme, on part souvent, le plus possible qu'on peut, enregistrer les sons du monde parce que c'est ce qui nous entoure qui fait que la musique, les sons sont infinis. C'est drôle. L'oreille qu'on développe à partir de là, genre t'entends une balle de tennis un peu fendue tomber sur un bloc de béton, puis tu dis « Oh wow, il me faut un micro », tu sais. Ça devient presque maladif, finalement. Un petit peu. Hier, j'étais chez moi, puis il y avait vraiment beaucoup de vent, puis toutes mes portes étaient ouvertes, j'avais la porte fermée, puis j'entendais vraiment un son qui passait en dessous de la porte, puis ça donnait vraiment une bass. J'étais là, pourquoi j'ai pas de micro, pourquoi j'ai pas d'enregistreur là maintenant? Parce que c'est pas maladif, c'est juste que tu prends conscience du potentiel de ça à ce moment-là, puis de ce que tu serais capable de faire ensuite en le travaillant. Puis ça devient là, justement, c'est infini. Là. En tout cas, les gars, c'était vraiment intéressant de vous parler. Merci beaucoup. C'est Pascal. Merci beaucoup. C'est à toi.